Le 10 octobre 2025, un verrou hydraulique tombe au Sahel. En moins de 24 heures, l'approvisionnement chute d'environ 30% et une décision technique devient un séisme politique qui expose une souveraineté revendiquée mais immédiatement coûteuse. Que change vraiment ce geste pour les foyers, les campagnes et l'État, selon Ibrahim Traoré, lorsque l'eau devient l'axe d'un bras de fer mondial? Un pays teste ses limites, sous le regard du monde. Cette séquence ne cherche pas à célébrer ni à condamner. Elle vise à donner une lecture utile en 10 minutes de compréhension pour éviter des semaines de confusion. Le lecteur gagne une boussole simple, distinguer le symbole de la capacité réelle. L'enjeu, tel qu'il apparaît dans le contenu disponible, tient en deux axes. D'abord, elle nomme mesurer ce que le Burkina Faso peut convertir en souveraineté effective lorsque le contrôle d'une ressource vitale change de main. Ensuite, estimer ce qu'il met en jeu en stabilité économique, sociale et diplomatique quand un système conçu pour fonctionner sans alternative locale est interrompu d'un coup. La fermeture n'affecte pas seulement l'eau, elle touche la logistique, la confiance des marchés et la coordination publique. Elle révèle aussi une dépendance ancienne, restée invisible tant que le pilotage restait externe. Et voici le point qui retient l'attention. Si la rupture expose les failles, elle révèle aussi des marges d'action inattendues. La question devient donc opérationnelle, pas idéologique. La transition peut-elle être maîtrisée avant que le coût ne devienne structurel? En moins de 24 heures, les premières données signalent une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés. Ce chiffre, associé à la séquence validée par Ibrahim Traoré, fait basculer l'événement du registre symbolique vers celui d'un choc mesurable. Pour comprendre pourquoi la perturbation s'étend si vite, il faut revenir au cadre hérité. Depuis plus de 70 ans, la gestion des infrastructures hydrauliques majeures s'appuyait sur des entreprises étrangères, des contrats techniques, des flux de données et des chaînes de décision largement délocalisées. Cette architecture a produit une stabilité opérationnelle apparente, mais elle a aussi installé une dépendance silencieuse. La souveraineté formelle existait, tandis que la souveraineté fonctionnelle restait limitée. Quand la décision annoncée, le 10 octobre 2025, rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré n'interrompt pas seulement un flux d'eau, il coupe un circuit de contrôle, de maintenance et d'arbitrage construit pour fonctionner sans alternative locale immédiate. Le choc initial n'est donc pas un accident technique isolé. Il est la conséquence logique d'un système qui n'a pas été conçu pour basculer rapidement vers un pilotage national complet. Cette rupture explique la nature en cascade des effets. Lorsque l'approvisionnement chute, la crise touche aussi l'anticipation. Certaines données météorologiques, auparavant gérées par des opérateurs européens, cessent de circuler. Ce détail, souvent jugé secondaire, change l'équation. Sans information continue, la planification devient plus risquée et la marge d'erreur s'élargit. L'enjeu ne se limite plus à la distribution. Il atteint la capacité de l'État à prévoir, coordonner et répondre. Cependant, cette vulnérabilité mise à nu ouvre un espace inédit. En exposant les points de dépendance, la décision force un diagnostic que des décennies d'externalisation avaient retardé. La souveraineté cesse d'être une abstraction et devient une liste de problèmes concrets à résoudre. Compétences, données, procédures, arbitrages territoriaux. La question centrale devient alors précise. Ce dévoilement brutal des failles est-il un passage obligé vers un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les jours qui suivent, la rupture prend un visage humain. Elle ne se lit plus seulement dans des communiqués, mais dans des gestes ordinaires qui deviennent décisifs. À Ouagadougou, dans la zone de Tanguine, des habitants se regroupent autour des points d'eau encore fonctionnels. Sans mandat officiel, des comités informels apparaissent. Ils fixent des horaires, organisent des files, priorisent les familles les plus exposées. Leur but n'est pas d'affronter l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat. Ce micro-ordre urbain agit comme un amortisseur. Il réduit les tensions locales, évite les ruées désordonnées et transforme une pénurie potentiellement explosive en gestion collective provisoire.
L'image est simple, quand l'infrastructure centrale vacille, la société invente des règles pour tenir. C'est une réponse pragmatique, née de la nécessité, qui rappelle que la résilience ne se décrète pas, elle s'apprend. En milieu rural, le mouvement est différent, mais tout aussi révélateur. Près de Kongoussi, fait des producteurs réactifs d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon. Ces systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, permettent pas de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Il ne s'agit pas d'innovation spectaculaire, mais d'un retour à des solutions locales adaptées, souvent oubliées parce que l'ordre ancien rendait leur usage moins urgent. Ces deux scènes dessinent un même personnage collectif. Une population qui n'attend pas uniquement des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré agit ici comme un déclencheur indirect, exposant à la fois les fragilités et les capacités d'adaptation. Le so what devient concret. Si le pays tient aujourd'hui, c'est aussi parce que des règles émergent au niveau des quartiers et des villages. Maintenant que la question demeure, cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et s'inscrire dans la durée ? Avant l'aube, l'eau obéissait à un ordre ancien, stable en surface, dépendant en profondeur. Après l'aube du 10 octobre 2025, cet ordre se brise et chaque minute compte. Tout commence par une prise de contrôle. À 6h12, des techniciens burkinabés prennent en main les principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est net, visible, difficilement réversible à court terme. Dans la foulée, la chaîne de coordination qui reliait infrastructures, données et décisions commence à se fissurer. En moins d'une heure, les premiers signes d'instabilité apparaissent là où l'on attendait une transition technique. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même. C'est l'architecture de contrôle. Les routines s'arrêtent, les procédures se cherchent, et très vite, un détail lourd de conséquences remonte à la surface. Certaines données météorologiques, jusque-là gérées par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Ce n'est pas une panne spectaculaire, c'est une absence. Or, sans information continue, l'anticipation devient incertaine, la planification se dégrade, la marge d'erreur s'élargit et le risque logistique grimpe. Puis vient le moment de confirmation publique. À 8h30, la validation intervient et la décision devient message. Ibrahim Traoré confirme l'opération. Le geste bascule du technique au politique. À l'intérieur, il active un réflexe de réappropriation. Le soutien populaire se manifeste, mais il se mêle à une inquiétude immédiate. Car l'adhésion symbolique n'éteint pas les pénuries. Elle cohabite avec la peur d'une rupture prolongée. À l'international, la réaction se durcit rapidement. Des voix occidentales évoquent des sanctions économiques. D'autres parlent de suspension de prêts. La pression sur les circuits de financiers est évoquée comme un levier possible. Dans certains commentaires, le mot sabotage circule. Non comme preuve, comme cadrage. Le pays se retrouve au centre d'une bataille de récits, rupture imprudente ou souveraineté nécessaire. Et cette bataille pèse sur les marchés avant même de se traduire en mesures formelles. La propagation des effets ne se fait pas en ligne droite, elle se fait en chaîne. Quand l'eau devient plus rare dans certaines zones, l'organisation quotidienne change. Quand l'incertitude s'installe, les prix réagissent. Quand l'énergie devient plus chère, la logistique se tend. Quand les routines sont cassées, l'économie hésite. Et pendant que les administrations cherchent des réponses, les marchés n'attendent pas. Ils interprètent le risque, ils amplifient l'incertitude, ils testent la crédibilité. Les jours suivants installent deux mouvements simultanés. D'un côté, les perturbations s'étendent, l'eau manque davantage, les prix se tendent, la nervosité monte. Les acteurs économiques évaluent le scénario d'isolement. Ils ralentissent, ils reportent, ils se protègent. De l'autre, la société s'organise. Comités locaux, rationnement de quartiers, canaux ruraux, réhabilités, solutions provisoires. Cette auto-organisation agit comme un tampon. Elle évite l'effondrement immédiat, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. Et la séquence ressemble à un basculement en 3 temps, prise de contrôle, confirmation politique, propagation accélérée. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'auteur d'un geste isolé que comme le déclencheur d'un test. Le pays peut-il transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée, sans perdre l'essentiel en route ?
Le passage d'un flux continu à un flux fragmenté se mesure d'abord par un écart simple. Avant la fermeture, l'approvisionnement était stable. Après, oui, il recule d'environ 30% dans plusieurs zones clés. Cette baisse fixe un ordre de grandeur et transforme la crise en fait mesurable. Un premier repère s'impose, environ 30% de baisse de l'approvisionnement en eau. Cette baisse signifie un tiers de volumes habituels non livrés. Au-delà du choc immédiat, elle révèle la profondeur d'un système conçu pour fonctionner tant que le pilotage externe reste intact. Lorsque ce pilotage s'interrompt, la continuité disparaît et l'État doit arbitrer entre usages concurrents. Ce chiffre ne dit pas tout, mais il situe la transition. Ce n'est pas un ajustement marginal, c'est une rupture structurelle qui touche la planification, la distribution et la confiance dans le service. Un second repère suit immédiatement environ 20% de hausse du prix du carburant dans les jours suivants. Cette hausse renchérit transport, production urbaine et coût de vie. Ce chiffre agit comme un multiplicateur. L'eau rare augmente la pression sociale, l'énergie plus chère augmente la pression économique, et l'ensemble fragilise les circuits logistiques. Les marchés répercutent l'incertitude plus vite que les administrations ne peuvent la corriger. Quand le carburant se tend, la livraison d'eau, de nourriture et de biens essentiels devient plus coûteuse et la hausse se propage à des secteurs qui n'ont, en apparence, aucun lien direct avec la rivière. Un troisième repère, plus long, éclaire les deux autres. Plus de 70 ans d'externalisation de la gestion hydraulique. Cette durée explique l'absence d'alternative immédiatement opérationnelle. Elle éclaire pourquoi l'ajustement est abrupt. Un modèle long produit de la stabilité, mais il produit aussi une érosion progressive des capacités locales. Compétences, données, procédures et réflexes décisionnels se consolident hors du périmètre national. La reprise de contrôle devient alors un changement de régime, sans pas une simple substitution de prestataire. En ce sens, le coût initial n'est pas seulement l'effet de la fermeture, il est le prix cumulé d'un apprentissage repoussé. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire lisible. La décision validée par Ibrahim Traoré déclenche une perte mesurable à court terme, tout en rendant visibles des dépendances longtemps invisibles. Les chiffres n'arbitrent pas le débat politique, mais ils encadrent les options possibles. Ils rappellent surtout que la souveraineté revendiquée n'est pas gratuite. Elle exige des capacités techniques, financières et organisationnelles à reconstruire sous contrainte et sous regard extérieur. Si l'enjeu devient donc opérationnel, comment réduire l'écart entre le niveau d'exigence d'un service vital et la faiblesse d'un appareil de contrôle encore en reconstruction sans recréer une dépendance équivalente sous une autre forme? La fermeture de la rivière Sahel a cristallisé un clivage net, et l'intérêt du débat vient précisément du fait que chaque camp avance des arguments solides lorsqu'on les prend au sérieux. Une première lecture insiste sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture décidée sous Ibrahim Traoré ressemble à une prise de risque disproportionnée. Leur raisonnement est cohérent. Interrompre un approvisionnement vital sans solution technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction économique durable. La baisse d'environ 30% de l'eau disponible fragilise immédiatement la vie urbaine, tandis que la hausse d'environ 1% du prix du carburant renchérit de transport, production et coût de la vie. À ces chocs s'ajoute une menace de sanctions, de suspension de prêts ou de retrait d'investisseurs, qui pourrait réduire encore les marges budgétaires de l'État. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte plus qu'elle ne rapporte, au moins à moyen terme, et elle risque d'abîmer la stabilité sociale si la pénurie s'installe. Une deuxième lecture met en avant la nécessité historique, à l'inverse, une partie des acteurs africains et de la société burkinabé défend l'idée que la rupture était inévitable. Leur argument central est structurel. Maintenir un système hydrique contrôlé de l'extérieur revient à accepter une dépendance indéfinie et donc à renoncer à une souveraineté fonctionnelle. Les coûts immédiats sont reconnus, mais décrits comme le prix d'une émancipation durable. Les comités urbains apparus autour des points d'eau
et la réactivation d'anciens canaux en milieu rural sont cités comme preuve d'une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Dans cette perspective, le court terme douloureux ouvre un espace de reconstruction, parce qu'il force le diagnostic et déclenche un apprentissage collectif. Pour relier ces deux positions, les données invitent à une conclusion plus nuancée. Les chiffres disponibles confirment un choc réel, mais ils montrent aussi que la brutalité de la transition provient d'une architecture externalisée depuis plus de 70 ans. Autrement dit, la rupture n'est pas seulement un pari, elle révèle une dépendance si profonde que toute reprise de contrôle aurait été coûteuse, même graduelle. La ligne de fracture n'est donc pas entre rupture et statu quo, mais entre rupture improvisée et rupture accompagnée. L'enjeu devient de transformer un geste politique en capacité durable, reconstruire des compétences, stabiliser des règles locales, sécuriser les données et limiter les effets économiques sans renoncer à l'objectif de contrôle national. La question décisive n'est plus « fallait-il rompre ?», mais comment organiser la rupture pour qu'elle ne se retourne pas contre ceux qu'elle prétend protéger. Un détail change tout. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité. Des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif. Il vient d'une redistribution forcée des responsabilités. À ce stade, le geste validé par Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner, même sous contrainte. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. Il passe du symbole à l'apprentissage. Là réside le point médian. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir ne circule plus uniquement du haut vers le bas, il se fragmente, se redistribue, parfois maladroitement. Cette dynamique ne supprime ni les pénuries, ni les risques économiques, mais elle introduit une variable nouvelle, absente auparavant. L'expérience collective sous pression. À partir de ce moment, la question n'est plus de savoir si le pays peut revenir à l'ordre ancien. Elle devient plus exigeante. Peut-il structurer ce pouvoir diffus avant qu'il ne s'épuise ? Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent non pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie précise des fragilités immédiates et des gains potentiels. Pour l'État, l'impact se lie d'abord dans la coordination. À court terme, l'administration centrale doit arbitrer dans un contexte où l'approvisionnement recule d'environ 30% dans plusieurs zones clés. Cela complique la planification et augmente la pression sur les ministères techniques. Il faut gérer l'urgence tout en répondant aux critiques extérieures. En parallèle, la décision associée à Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population, mais cette légitimité devient conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels visibles, réduction des interruptions, organisation du rationnement, crédibilité des annonces. Si la transition paraît chaotique, le capital politique peut se dissiper aussi vite qu'il s'est formé. Pour les entreprises, le choc est surtout logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit immédiatement les coûts de transport, de stockage et de distribution. Les secteurs dépendants de flux réguliers, notamment agroalimentaire et transport, sont parmi les plus exposés car chaque rupture se traduit par des retards et une baisse de marge. Les entreprises réagissent en réduisant l'investissement, en reportant des projets ou en répercutant une partie du coût sur les prix. Pourtant, quelques opportunités apparaissent en temps creux, maintenance d'infrastructures, solutions alternatives de distribution, services de proximité. Le tissu économique se polarise entre ceux qui absorbent la volatilité et ceux qui y trouvent un espace de marché, souvent à petite échelle. Pour les citoyens, l'impact se joue dans les usages et les solidarités. En ville, la rareté de l'eau modifie la routine. Rationnement, fil, mutualisation.
les ménages ajustent leurs habitudes et l'augmentation des coûts pèse sur le pouvoir d'achat. Les comités de quartier, comme ceux observés à Tanguin, jouent un rôle stabilisateur. Ils réduisent les tensions ouvertes et organisent au fond des priorités. En milieu rural, l'effet est plus contrasté. Certaines communautés parviennent à préserver une partie de la production grâce à la réactivation de canaux d'irrigation anciens, tandis que d'autres restent vulnérables. Pour tous, un transfert de responsabilité se produit. L'accès à l'eau devient un enjeu collectif à gérer et non un service acquis. Pour la région, l'équilibre géopolitique se déplace. Les pays voisins observent l'évolution entre crainte d'instabilité et opportunité de coopération. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer des initiatives similaires. Si elle échoue, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo. Dans ce jeu, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré sera jugée moins sur l'intention que sur la capacité à stabiliser, apprendre et institutionnaliser. Ces 4 lectures convergent vers un même constat. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités. La crise cesse d'être abstraite. Elle devient mesurable, vécue et débattue à chaque niveau de la société. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. En cela, elles ne prédisent donc pas l'avenir, mais elles aident à structurer les choix possibles et à éviter les réactions purement émotionnelles. Dans un scénario de base, on verrait une stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à limiter les effets les plus graves de la rupture. Les audits des infrastructures avancent, des réparations ciblées réduisent certaines pertes et les dispositifs locaux de gestion de l'eau se normalisent. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues, évitant des sanctions généralisées. L'inflation demeure élevée sans devenir incontrôlable, et l'activité économique reprend lentement. Ce scénario suppose une coordination constante entre l'État et les collectivités, ainsi qu'une discipline budgétaire stricte. La souveraineté progresse, mais au prix d'un ajustement prolongé et fragile, où chaque relâchement peut rouvrir la crise. Dans un scénario plus optimiste, la réorganisation irait de pair avec une coopération régionale. Ici, la crise agit comme un catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et des partenariats régionaux. Des accords hydriques émergent avec des pays voisins, favorisant la mutualisation des données et des infrastructures, sans remettre le contrôle national en jeu. Des solutions techniques adaptées, sobres et décentralisées réduisent progressivement la dépendance aux réseaux centralisés. L'économie retrouve un rythme plus soutenu et la gestion de l'eau devient un levier de crédibilité régionale. Ce scénario repose sur une convergence rare, volonté politique, expertise technique et soutien régional cohérent. Dans un scénario pessimiste, on verrait un enlisement et un isolement progressif. Dans la trajectoire la plus défavorable, les infrastructures continuent de se dégrader et les mécanismes de soutien s'essoufflent. Les sanctions se durcissent, limitant l'accès au financement et aux importations stratégiques. Les pénuries se prolongent, les prix augmentent durablement et la fatigue sociale s'installe. Les initiatives locales atteignent leurs limites, faute de relais nationaux. L'État perd une partie de sa capacité à arbitrer et la crise hydrique se transforme en crise de gouvernance plus large. Dans ce cas, la rupture ne produit pas l'apprentissage espéré, mais une fragmentation qui affaiblit l'ensemble du système. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les régions. La recommandation centrale est donc prudente, privilégier la flexibilité plutôt que des paris irréversibles. Si les choix faits aujourd'hui renforcent la capacité à corriger rapidement, alors même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée au lieu d'un piège. Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation quotidienne. Les coupures obligent à réorganiser les horaires, à stocker, à mutualiser et à renforcer des solidarités de voisinage. La baisse de l'approvisionnement, même décrite en moyenne, se vit comme une série de micro-décisions. Quand remplir, où aller, qui passe en premier, comment éviter les tensions. Dans ce contexte,
l'information devient aussi importante que l'eau elle-même. Comprendre la logique des rationnements et les priorités réduit l'anxiété et limite les conflits. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. Les petites entreprises subissent la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'investissement et l'emploi. La hausse du carburant pèse sur le transport, la distribution et la production. En même temps, certaines initiatives de proximité émergent. Réparation, maintenance, distribution alternative, services adaptés au quartier. Le choc agit comme un filtre. Il fragilise les modèles trop dépendants et ouvre un espace à des pratiques plus sobres, parfois plus résilientes, mais souvent moins rentables à court terme. Pour les communautés rurales, l'impact est profondément concret. L'eau conditionne directement la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation de canaux anciens montre une capacité d'adaptation, mais elle exige du temps, ça a de l'effort collectif et une coordination minimale. Ces communautés deviennent des laboratoires vivants de transition. Chaque succès protège une récolte. Chaque échec se paie immédiatement. 2 gestes simples émergent pour le lecteur. D'abord, s'informer au-delà des slogans, en distinguant intention politique et performance opérationnelle. Ensuite, soutenir les initiatives locales crédibles, même modestes, elles transforment une contrainte collective en apprentissage durable. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais l'exécution, car une souveraineté fonctionnelle se construit par des routines, pas par des annonces. Dans un premier temps, il faut auditer et sécuriser le réseau dans les 6 prochains mois. L'État doit conduire un audit national des stations clés, des points de rupture, des dépendances technologiques et des pertes critiques. L'objectif est de savoir exactement où le système cède et pourquoi. La mesure de réussite est simple, diminution progressive des interruptions non planifiées et meilleure continuité des flux, même sous contrainte. Ensuite, il faut reprendre la main sur les données. La crise a montré que l'eau dépend aussi d'informations, météo, prévision, coordination logistique. Il faut donc reconstruire une capacité nationale de collecte et d'exploitation des données hydriques et climatiques avec des protocoles de continuité. Le résultat se mesure par la capacité à anticiper plutôt qu'à réagir. Puis, il devient essentiel de former et stabiliser des compétences locales. En cycle court, des programmes pratiques doivent former techniciens et gestionnaires capables d'opérer sans relais externe. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'effort peut être concentré sur des équipes mobiles capables d'intervenir sur plusieurs sites et de transmettre des standards. Le critère d'évaluation, temps de réponse réduit et procédure uniformisée. Parallèlement, les comités citoyens doivent être intégrés dans un cadre clair. Les comités apparus dans l'urgence doivent être reconnus, articulés et régulés. Qui décide, à quel niveau, selon quelles règles? La réussite se mesure par la baisse des tensions locales et la prévisibilité des rationnements. Enfin, une coopération régionale maîtrisée peut renforcer la résilience. Mutualiser informations et bonnes pratiques avec des voisins du Sahel peut renforcer la résilience sans recréer une dépendance unilatérale. Ici, l'indicateur est la stabilité, moins d'à-coups, plus de coordination sans perte de contrôle. À Tengen, les seaux alignés avant le lever du jour sont devenus plus qu'un outil domestique. Ils rappellent les premiers instants de la fermeture lorsque des voisins ont dû décider ensemble comment partager une ressource soudain rare. Ce geste répétitif, presque silencieux, relie l'intime au politique. Il transforme une crise nationale en discipline quotidienne. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a obligé le pays à regarder ses dépendances en face, mais aussi ses capacités longtemps sous-estimées. Les comités de quartier, les canaux réhabilités en milieu rural, les arbitrages improvisés, mais tenus dans la durée, rien de tout cela n'est une solution définitive. Pourtant, ce sont des signaux. Ils disent qu'un système fragilisé peut produire, sous pression, une forme d'apprentissage collectif. Le personnage collectif aperçu plus tôt se précise. Une société contrainte d'apprendre vite
s'enfiler et d'inventer des règles au contact de la pénurie. L'émotion ne vient pas d'un discours. Elle vient de la somme de ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire. Une souveraineté réelle commence par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société. Et même au-delà, comment accompagner une transition sans la réduire à un affrontement idéologique, ni à un récit héroïque ou catastrophiste ? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif et des slogans. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait mais progressif. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle, elle demande une attention soutenue, critique et informée. La meilleure manière d'y contribuer reste modeste mais concrète. Privilégier les analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales efficaces et refuser les simplifications qui transforment une crise opérationnelle en simple duel moral. Au-delà des frontières, cette séquence interroge aussi le regard extérieur. Sommes-nous prêts à considérer qu'un pays puisse expérimenter, se tromper, corriger et persister sans être immédiatement réduit à un cas d'école ou à un avertissement ? Si l'on accepte cette complexité, alors la discussion devient plus utile. Elle cherche des mécanismes de stabilisation, pas des verdicts. La question reste ouverte et c'est précisément là que réside l'enjeu. Observer, comprendre et dialoguer plutôt que condamner ou idéaliser quelles conditions devraient être réunies, selon vous, pour que cette rupture devienne une capacité durable plutôt qu'une fragilité prolongée.